Andol Vraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous proposer son podcast. « 24e épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Lecronier et Nicolas Taffin qui viennent nous présenter CF Éditions, dont la ligne éditoriale s'attache à publier des regards critiques sur le numérique. Fidèles à leur indépendance, ils se donnent le temps du travail en artisan. On parle également des entremêlements entre livres électroniques et livres imprimés, mais aussi édition équitable et droit du lecteur. Bonne écoute. Hervé Lecronier, Nicolas Taffin, bonjour. 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 Vous êtes les créateurs d'une maison d'édition à Caen qui s'appelle CEF. CEF Éditions. C'est un petit éditeur dynamique qui publie des textes, des livres qui sont liés au numérique, en particulier sur les pratiques et les enjeux du numérique. Est-ce que c'est des catégories auxquelles vous rattachez, le fait d'être petit, dynamique, c'est des choses qui vous importent, hein? Alors, Hervé Lecronier. Petit est un terme que, c'est toujours un peu dépréciatif. Nous, on est des éditeurs indépendants. Disons qu'on est grand par le contenu, quoi. Voilà. On travaille en fait sur ce qu'on appelle la culture numérique, c'est-à-dire le regard qu'on peut avoir sur le monde numérique. Et on a commencé ça en 2005. Notre premier livre date de 2005. Autant dire qu'à l'époque, c'était pas vraiment la question autant développée qu'elle l'est actuellement dans notre pays puis dans le monde entier par ailleurs. Donc on avait un peu d'avance sur cette idée qu'il fallait porter un regard critique sur le monde numérique et ne pas être des techno-béats. Ni des technophobes absolument dans un rejet, mais plutôt dans une appréciation, on va dire, une recontextualisation. Un critique de cinéma, il faut qu'il aime le cinéma. Mmh. Un critique de l'Internet, il faut qu'il aime l'Internet. Sinon, effectivement, il y a beaucoup de gens qui écrivent n'importe quoi, mais qui vivent pas ça comme étant de l'extérieur, un projet qui aurait pu, dont les utopies de l'époque pouvaient nous apporter quelque chose de réellement nouveau dans le monde. Ça en a apporté quand même pas mal. Imaginez la situation de blocage que l'on a connu l'an passé et l'année précédente sans Internet. Donc, des crises comme ça, Internet, on voit bien quel est tout le côté soleil en fait de cette aventure. Après, derrière ce côté soleil, il y a des gens qui en ont profité pour créer des monopoles, pour manipuler mentalement les usagers, pour en fait décrédibiliser toute une partie du travail en faisant du travail au clic ou du travail sous-payé. Enfin, ça participe d'un autre projet qui est pas le projet spécifique de l'Internet, mais qui est un projet radical à l'échelle du monde, pour résumer, qu'on appelle néolibéralisme, mais je pense que ça va très loin dans la nouvelle conception des relations entre les gens. Et ces nouveaux monopoles sont devenus en quelque temps des dangers très importants pour nos libertés démocratiques. On le voit avec tous les exemples autour de Facebook. Enfin, le livre Le Monde selon Zuckerberg de notre ami Olivier Herscheid le montre très très bien. Je vais parler un peu des livres qu'on publie, hein. Et donc le fait d'être un éditeur indépendant, ça s'inscrit aussi dans dans ce regard en fait sur et contre des hégémonies en fait. Nicolas Taffin. Dans la manière dont tu présentais les choses, donc petit et dynamique, ce qui est intéressant parce que c'est aussi l'image qu'on peut donner, c'est l'image que tu as reçue des choses. Et dans ce que dit Hervé, donc indépendant, en fait, le point commun, je pense que c'est en effet que nous, on a commencé plutôt en disant que c'était pas notre activité principale, donc éditeur, on va dire, du dimanche. Donc c'est petit dans l'emprise que ça avait au départ sur notre emploi du temps. Et donc ça veut dire aussi que on se donne le temps de choisir les thèmes et les formes qu'on avait envie d'explorer par la publication. Donc, et c'est un petit peu comme ça à tous les niveaux. Donc, on est aussi resté dynamique et indépendant dans toutes les manières de faire,
la manière aussi de diffuser les ouvrages, puisqu'on a commencé très tôt à faire des ouvrages qui soient à la fois imprimés et numériques. On a réfléchi à la licence qu'on attachait à nos ouvrages, à des manières aussi pour le public de nous contacter, donc que ce soit en ligne, que ce soit dans les librairies, sur les plateformes sur lesquelles ils achètent, etc. Donc on a pris le temps de faire ça. Donc c'est vrai que ça se retrouve aujourd'hui. On s'est professionnalisé, mais on reste en effet dans cette optique-là un petit peu exploratoire où on prend le temps de faire les choses euh, d'une manière intéressante. Et donc sur le numérique, ça a beaucoup évolué. Le nombre d'ouvrages qu'on publie chaque année aussi, il a évolué. Notre équipe. On a maintenant 2 personnes salariées avec nous. Voilà, donc mais on essaye en effet de rester des artisans, en fait. Des gens qui ont une certaine conscience et confiance dans ce qu'ils font et dans les produits qu'ils sortent. On ne veut pas sortir des livres pour sortir des livres, mais à chaque fois, ce sont des livres auxquels on a cru, auxquels on a donné pas mal d'énergie en termes de correction, de mise en page, de préparation en fait de cette publication. Voilà, on veut rester des artisans, mais qui dit aussi artisan dit usage de nouvelles technologies. Par exemple, nos derniers livres sont partagés entre 2 technologies. D'une part, la technologie traditionnelle de fabrication des livres via InDesign, c'est-à-dire un logiciel de mise en page, et une partie qui est disons plus expérimentale, nouvelle, qui consiste à faire un fichier HTML qui va ensuite être transformé en livre et en livre numérique, en livre imprimé, en livre numérique, avec un outil qui s'appelle Page2JS, dont Nicolas est devenu un des spécialistes mondiaux, puisqu'en fait, on a été les premiers à faire un livre avec cet outil qui s'appelle Addiction sur ordonnance, un livre sur la crise des opioïdes aux États-Unis. C'était en 2018. Fin 2018. Ouais. Et pour ce livre-là, Nicolas a été invité par l'association des éditeurs américains à faire une conférence à San Francisco pour expliquer justement ce nouveau chemin de création de livres. Donc le livre électronique est vraiment incorporé dans votre chaîne de production. Alors le livre numérique, oui, mais c'est aussi la logique de HTML, c'est-à-dire du web lui-même, la fabrication du web. C'est-à-dire, bon, comme disait Nicolas, au début on a commencé, on était les éditeurs du dimanche parce qu'en semaine on faisait autre chose. Lui, il était graphiste et il enseignait l'édition à Caen, à l'université de Caen, et moi j'enseignais l'informatique et la culture numérique à Caen. Donc de ce point de vue-là, on hérite aussi de ces savoirs universitaires autour du numérique, autour des usages éditoriaux, des pratiques innovantes et des choses comme ça. De pouvoir séparer en fait et reconfigurer un contenu structuré et sa mise en forme. C'est ça. Et de toujours explorer de la même manière que Hervé disait qu'on s'intéresse la critique du numérique suppose qu'on s'intéresse au numérique. Ça repose aussi sur une pratique et une exploration un peu permanente. Donc on n'est pas vraiment dans une routine, avec une procédure éditoriale qui se stabiliserait. Quand ça se stabilise, on casse tout et on essaie de trouver autre chose. Et c'était quoi le moteur en 2005 qui vous a dit bon voilà il faut qu'en plus de ce qu'on fait déjà j'imagine un emploi du temps chargé, on va encore en rajouter et faire une maison d'édition. Il y avait deux choses. Je pense que c'était ça aussi un peu la rencontre. On avait tous les deux des pratiques, et des explorations, des sujets qui nous intéressaient, mais on s'est trouvé aussi face à une urgence un peu, qui était une urgence, je dirais plus militante. Je passerai la parole à Hervé là-dessus, mais disons que c'était un moment où
se poser des questions de la société civile et du numérique. Donc, vous se posez de manière assez forte des questions de gouvernance, notamment autour de l'Internet, qui ont un peu disparu du champ, qui ont été occultées par d'autres points aujourd'hui, alors qu'elles sont toujours vives d'ailleurs. Et donc, il y a eu un besoin de créer des Ouvrage de fond. ouvrages, ouais, de créer des ouvrages de C'était, fond. c'était l'époque du sommet mondial sur la société de l'information, le SMSI, lancé par l'ONU. Et donc on a travaillé avec des acteurs de la société civile, notamment l'association VECAM en France, avec laquelle on a commencé par produire des livres importants sur la propriété intellectuelle et les biens communs de la connaissance. On a fait une encyclopédie quadrilingue qui s'appelle Enjeux de mots, avec, disons, en français, anglais, espagnol et portugais, sur les mots essentiels du point de vue de la société civile, avec des auteurs et des autrices qui venaient de tous les continents. C'est-à-dire que voilà, dès cette époque-là, on avait l'envie de donner des ouvrages qui permettent de réfléchir. Moi, j'ai toujours pensé que les médias servent à mobiliser. Les médias parlent de l'émotion, parlent de choses, d'une espèce de complicité. Le livre permet de réfléchir. Et c'est en fait dans le livre que se font les révolutions. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où les gens vont se mettre à lire et à penser au-delà des émotions immédiates qui sont portées par les médias, que alors ils pourront utiliser à bon escient les médias pour mobiliser, parce qu'à un moment donné, il faut bien, pour que le monde change, que les gens se bougent, mais en même temps, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas un projet derrière, et celui-ci, c'est en général construit dans les livres. On a publié une traduction, un très beau livre, à mon sens, de Zeynep Tufekci, qui est une sociologue turco-américaine, qui a participé au printemps arabe, c'est-à-dire justement au moment où on a cru qu'il n'y avait plus besoin de livres, qu'il n'y avait plus besoin d'organisation, qu'il n'y avait plus besoin de réfléchir, qu'il suffisait de faire des révolutions Facebook ou des révolutions Twitter et que ça allait changer le monde. Bon, les malheureux Égyptiens qui aujourd'hui sont victimes d'une dictature savent maintenant que ça n'est pas tout à fait comme ça que ça peut se passer. Et donc dans son livre, elle fait la balance entre ce que sont les mouvements sociaux quand ils se construisent, quand ils prennent le temps de faire émerger des leaders, de trouver des consensus internes, et les mouvements de mobilisation qui, eux, peuvent aller très très vite pour regrouper beaucoup de gens, mais qui se retrouvent démunis le jour où il faut négocier. Le jour où il faut dire bon, là on a gagné ça, on le prend, là maintenant ce qu'il faut c'est que ça soit inscrit dans une loi, enfin le jour où il faut enregistrer la mobilisation, il y a plus de structure, il y a plus de moyens. Donc faire la balance entre ce qui est bien de chaque forme de structuration. Et je pense que ce livre-là, nous on y croit beaucoup, c'est Zeynep Tufekci, elle a eu 2 pages dans le New York Times qui disent c'est la sociologue qui a toujours eu raison avant les autres. C'est pas négligeable, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a essayé d'apporter des livres, pardon, juste, qui à la fois sédimentent une question actuelle et qui essaie de la sédimenter et qui essaie aussi de nourrir la discussion. Donc là, et on a essayé aussi de raccourcir un petit peu le temps d'intervention du livre dans le débat, c'est-à-dire de faire en sorte. Donc on a créé une collection qui s'appelle Intervention, un petit peu pour ça. Donc un petit peu avant les tracts de Gallimard, par exemple. Cette collection Intervention a vraiment la vocation aussi de permettre d'avoir un processus de fabrication du livre un peu plus léger, qui permette au livre d'intervenir rapidement. Donc on avait été inspiré par le mouvement Occupy Wall Street pour ça. Là récemment, on a 2 ouvrages un petit peu comme ça qui se branchent sur l'actualité, mais qui essayent aussi de sédimenter les réflexions et les discussions. Donc on en a un sur l'école sans école, qui est un collectif sur le problème de qu'est-ce que c'est que l'enseignement à distance dans le cadre de l'école et quelle est son incidence, son impact sur est-ce que l'école fonctionne sans lieu. Et un autre qui s'appelle Soigner, donc un collectif qui pose la question du soin comme chose publique aujourd'hui. Donc voilà, c'est deux exemples de cette idée d'avoir des ouvrages aussi qui
qui qui peuvent tournent être pas le en dos à prise. l'actualité, mais qui sont en même temps, qui cherchent à rester Décalage. des livres. Donc quelque part dans un monde où on a rabattu tout sur le média, c'est le message, hein, vous remettez en fait de la temporalité dans la réflexion en fonction de vos choix éditoriaux. Oui, on croit pas trop à tout ce qui a été dit par Marshall McLuhan dans les années 60. D'ailleurs, le prochain livre qu'on va sortir revient en fait sur les idéologies de la Silicon Valley, les racines idéologiques, et montre bien que Marshall McLuhan avait surtout une spécialité, c'était de faire des formules que personne ne savait vraiment interpréter. C'est quand même le meilleur moyen d'avoir toujours raison. Ce qui est intéressant je trouve, avec les livres de CF, rétrospectivement, parce qu'on parlait depuis la création, donc là on a un petit peu de recul maintenant, depuis 2005, c'est de voir que on essaye de faire des livres qui soient en effet branchés sur des questions actuelles, mais malgré tout, c'est pas des coups. C'est pas des coups comme certains bouquins qu'on va trouver sur des tables à certains moments, élections, enfin, je sais pas, problèmes de société, etc., et qui disparaissent après, quand la question est résolue ou quand on passe à autre chose. Oui, ou au bout d'une semaine quand on Voilà, passe au suivant. exactement. Ce qui est amusant, c'est de voir que dans les livres, dans les commandes qu'on reçoit, on a une très longue durée de vie des titres. C'est-à-dire que c'est vraiment des ouvrages de fond au sens libraire du terme. C'est-à-dire que aujourd'hui, on nous commande encore des livres qui sont parus il y a une dizaine d'années et donc qui ont une durée de vie assez importante. Ce qui nous fait plaisir, parce que ça veut dire que rétrospectivement, dans le livre, il y a des qualités qui font qu'on y revient plus tard aussi. En même temps, vous mettez en avant juste aussi des thèmes qui ont une vraie profondeur, comme le partage, les pratiques du numérique, et pas juste des aspects, on va dire des aspects d'essai, le design aussi dans vos collections. Donc finalement, ces questions-là, elles sont appelées à durer et à s'inscrire sur une rotation un peu plus longue qu'effectivement juste des coups de gueule ou des effets de manche. Non, c'est sûr. Oui, c'est au travers du numérique qu'on a redécouvert la notion des communs. Et donc, on a consacré une partie de nos productions à des livres sur les communs, notamment, nous avons repris un classique, là, qui durera très longtemps, qui est le discours qu'a fait Elinor Ostrom, qui était à la fois la première femme à obtenir un Nobel d'économie. Enfin, c'est un prix de la Banque de Suède que tout le monde appelle le Nobel d'économie. Donc son discours avec une préface très pédagogique de Benjamin Coriat. Et bon, voilà, ça c'est le genre de livre de fond qu'on veut conserver. Et puis dans le même temps, on a eu un petit livre d'intervention fait par deux chercheurs espagnols qui s'appellent César Rendueles et Joan Subirats. Et tiens, en décembre, Joan Subirats a été nommé ministre de l'enseignement supérieur en Espagne. Donc il y a pas d'incohérence. On cherche quand même à avoir des gens qui sont en prise avec le monde réel, pas des universitaires, disons qui ne seraient pas accrochés. On voudrait faire un travail avec des universitaires qui soient capables de transmettre leur savoir, leur recherche, en l'accrochant aux pratiques du monde réel d'aujourd'hui. Et vous avez aussi une grande ouverture sur des auteurs internationaux. Donc là, vous en avez cité quelques-uns. Je pense aussi à Dana Boyd, hein, qui est une autrice qui est quand même importante dans le champ. Absolument, c'est même peut-être la première sociologue du numérique, première au sens dans le temps, quoi. Son travail a été un travail pionnier. Et est-ce que votre place dans le monde éditorial français existe parce que peut-être que les autres éditeurs moins indépendants En tout cas, il ne le faisait pas à l'époque où on s'est mis à le faire. Voilà, hein, c'est surtout ça. C'est-à-dire maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui s'emparent des thèmes sur lesquels on travaille. Et tant mieux, parce que on va pas être les seuls à pouvoir régler toutes les questions, tous les livres nécessaires
pour développer la culture numérique. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on est en train de faire quelque chose qui nous dépasse. C'est un site web qui va s'appeler Le Rayon Numérique. Il devrait paraître ce mois de février, là. C'est un site web partagé et coopératif dans lequel l'idée est d'avoir tous les livres en français autour de la culture numérique, de l'éducation média à la formation, de choses comme ça. Donc, en demandant aux gens, soit les auteurs, soit les autres éditeurs, de saisir l'information pour arriver comme ça à avoir l'espace mental qui est défini par la nécessité d'avoir un regard critique sur le numérique. Et en fait, notre objectif, c'est aussi que ce rayon numérique s'installe dans les librairies. Aujourd'hui, les librairies, c'est vrai, quand ils ont des livres comme les nôtres, ils savent pas s'ils doivent les mettre en informatique, s'il faut les mettre en sociologie, en politique, certains en art, etc. Et là, l'idée d'avoir un rayon de culture numérique permettrait de résoudre le problème. C'est la même chose pour les bibliothèques. C'est-à-dire en pensant que, en fait, tous ces livres ont un sens commun, qui est le sens de donner aux citoyens du XXIe siècle les moyens de critiquer et de commenter le système, en fait, qui se met en place au XXIe siècle, aujourd'hui et maintenant, et non pas de le recaser dans des cases anciennes. Mais l'écologie a eu le même problème dans les années 70, avant de devenir vraiment un secteur que tout le monde connaît et reconnaît et qui s'installe et où on sait que tous les livres d'écologie vont être ensemble. C'était pas le cas dans les années 70. Et puis, voilà. Donc là, on veut faire un peu, avec ce rayon numérique, un processus pour accélérer cette réalité-là. Et au sein de votre catalogue, donc ici interne à la maison d'édition, vous travaillez avec des collections, j'en ai repéré au moins deux, Société numérique, Les enfants du numérique, Oui, j'ai dû c'est en ça. louper. Et intervention, dont parlait Nicolas tout à l'heure. Et il y a d'autres pistes d'autres champs que vous allez ouvrir prochainement? Qu'est-ce qui vous tente? Dans quelle direction part le futur, hein? Disons qu'on est toujours aussi en proximité avec les thèmes de l'éducation. Donc là, on a ouvert une collection éducation, donc qui va accueillir quelques titres cette année, et également en fiction. Donc on a fait quelques explorations en fiction avec un petit peu de théâtre autour de Edouard Bernays, avec un ouvrage de Julie Timmerman sur une pièce qui s'appelle Un démocrate, sur la naissance de la propagande à travers les relations publiques, et les micro-dystopies de François Houst, qui est un recueil illustré de ces micro-nouvelles dystopiques, sélectionnées avec lui, des textes qui venaient de Twitter et qu'on a retravaillé pour qu'ils prennent bien la forme livre. Et on va continuer donc à explorer la fiction, donc à notre manière, c'est-à-dire en connexion avec nos thèmes de cœur. Mais voilà, c'est deux choses, par exemple, qu'on est en train de mettre en place. Avec en prévision dans les 2 mois qui viennent, Germinata, de Olivier Fournoux, un livre de science-fiction sur le clonage. Et en fait, c'est un livre de mise en roman d'un débat scientifique, de la controverse scientifique sur le clonage. Et le livre Les Libres de Stéphane Crozat, qui est sur un monde dans lequel les livres ne diraient plus la vérité et qu'on recherche en fait les livres qui ont des mots qui vont leur dire vrai. Donc ça, c'est notre programme début 2022 en fiction. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis, vous êtes à peu près à quel régime de croisière en termes de quantitatif, on va dire? On reste à 7 à 10 livres par an. Donc, d'accord. Et moins d'un livre par mois. Alors si vos auditeurs souhaitent d'abord mieux nous connaître, il y a notre site web. Comment expliquer? Vous connaissez l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé? Bon, notre site web n'est pas à la hauteur de ce qu'on fait pour les autres quand on fait du web pour les autres. Mais il date de 2006 et il marche encore.
La partie importante de la phrase, c'est « et il marche encore ». Il n'y a pas beaucoup de sites de cette époque-là qui marchent encore. Donc, on est en train de le changer d'ici fin mars. Mais donc, sur notre site web, il y a aussi l'inscription à une newsletter. On essaye d'avoir une newsletter une fois par semaine à peu près, qui présente nos livres en longueur, quoi, qui se donne le temps de les présenter et pas seulement 3 mots dessus comme une 4e de couverture. D'accord. Et je voulais revenir un petit peu à cette question des livres numériques, hein, à ses débuts. Le livre numérique a été quelque part, par certains, mis à l'index. Est-ce que vos positions ont changé? Nous, on n'a jamais mis le livre numérique à l'index. Déjà, on était dans les premiers à le faire. Donc, bon, il y a plusieurs choses. Donc, les livres numériques, alors, qu'est-ce qui aurait pu changer par rapport à ça? Je pense que depuis le début, donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Je pense que la lecture diversifiée. On a confiance, je dirais, dans les lecteurs, dans la mesure où on sait que on peut lire. Aujourd'hui, on lit d'abord énormément sur son écran, même sur son téléphone. Il y a les livres et on croit aux livres imprimés. On pense aussi que le livre imprimé est numérique. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que le livre imprimé est largement numérique, dans sa phase de fabrication, depuis très longtemps en fait. Et donc on n'oppose pas, vous savez, on dit le livre imprimé parce qu'on ne dit pas le livre papier, comme tous les gens qui disent le papier versus le numérique. Donc le livre numérique, le livre papier. Non, le livre papier, il est sur papier certes, mais il est surtout produit par des outils numériques depuis les années presque 60. C'est-à-dire, on commençait déjà voilà, les photocomposeuses avec des ordinateurs, ça fonctionnait déjà avant le Mac, et ça a continué. Donc, il y a une continuité entre le livre imprimé et le livre numérique. Le livre numérique sous la forme qu'on utilise, qui est le EPUB, le format EPUB, nous intéresse aussi parce que c'est du web en fait. Donc comme c'est un de nos sujets, et c'est un bon outil. On pense que c'est un bon outil, à tel point que d'ailleurs aujourd'hui on fait des livres imprimés avec les mêmes techniques de web, donc HTML et CSS, que les EPUB. Donc il y a vraiment une continuité. Et on fait confiance au lecteur, donc dans la mesure aussi où on sait que un lecteur va s'intéresser, qui lit, va lire sur tous les supports et a besoin de peut-être du numérique comme un service. Pour nous, c'est comme un service au lecteur de lui proposer un livre sur différents supports sans lui mettre des contraintes. Donc dès le départ, on était par exemple contre les DRM évidemment, qui ne font qu'embêter les lecteurs. Un lecteur n'est jamais seul, en fait. Il est toujours accompagné par... il prête son livre, il en montre des fragments. Il a besoin de copier-coller dedans, de citer, il a besoin de s'y retrouver peut-être aussi plus tard, d'annoter notamment, enfin de faire plein de choses. Et je pense que là-dessus, le livre numérique a encore beaucoup de progrès à faire, parce que la gestion des annotations, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire aujourd'hui, dans les liseuses, etc. On a tendance à les perdre facilement. Mais voilà, nous, on a voulu favoriser ça. Donc, c'est une des choses qui était en continuité. Donc, on a créé une licence qui s'appelle Édition équitable dès le départ. Donc, il y a un site qui s'appelle édition-équitable.org qui vous permet de voir. Alors ça, c'est notre côté un peu service public. Donc, on a beau être comme... C'est pour ça que je disais, il y a une chose à dire, on est un peu du dimanche, parce qu'on reste du dimanche dans la mesure où on n'a pas une logique industrielle. C'est-à-dire qu'on remplit aujourd'hui quelques missions de service public. Donc, il y a l'édition équitable qui défend les droits du lecteur. C'est où on dit, voilà, lire n'est pas consommer. Donc, le livre n'est pas un objet de consommation comme les autres. On va pas faire payer l'usage. On va, au contraire, essayer de favoriser l'usage, de favoriser la circulation, de reconnaître au lecteur des droits. Le fait que quand il lit, il n'est pas en train de consommer, il est plutôt en train de produire du sens futur, enfin de digérer, peut-être qu'il va écrire lui aussi à partir de ce qu'il lit. Et donc, on parlait du rayon numérique, essayer de faire que aussi les gens, tous les éditeurs confondus, profitent du numérique. Donc ça, c'est le côté un peu service public. Là, on est en train de réfléchir, on va mettre en place un service d'open access, c'est-à-dire d'accès libre à un certain nombre de nos ouvrages. Donc, vous voyez, tout ça fait beaucoup de, je dirais, d'intervention dans le sens
de la chose publique, c'est en disant voilà, on a aussi quelque part, quand on est une maison d'édition, un service public à rendre au public en tout cas. Et le numérique, pour moi, ça fait un peu partie de ça, le livre numérique. Le livre imprimé, c'est un peu plus compliqué parce que il y a un coût de fabrication qui est assez élevé, il y a une logistique qui est assez C'est lourde. surtout le coût de la logistique. Voilà. Ceci étant dit, on se retrouve, faut pas se mentir, hein, on se retrouve avec des livres invendus. Et ça, c'est un problème aussi de diffusion et de distribution du livre, c'est que voilà, donc on va pas, nous, pour l'instant, on a pris le parti de pas pilonner des invendus et de garder. Donc, il y a un moment où on peut envisager de faire des braderies ou de faire que le livre imprimé devienne lui aussi un objet Circuler. à faire circuler, quasi gratuit. Mais dans ce cas-là, il faudra venir parce qu'on peut pas non plus payer les frais postaux. Voilà. Il faut venir à Caen. À Paris, nous avons Paris aussi. ouvert une succursale à Paris, avec des bureaux D'accord. parisiens. Et ce qui est quand même pour tous les éditeurs, malheureusement, c'est souvent beaucoup plus pratique de finir par avoir une présence à Paris. Donc voilà, pour le livre numérique, vous voyez, ma réponse, elle est un peu tordue parce que pour moi, c'est pas un truc de nerd, c'est en continuité. Livre imprimé, livre numérique, c'est deux facettes qui vont ensemble. C'est ça qui nous intéresse, en essayant de favoriser l'usage et de pas évidemment mettre des verrous ou des freins à l'utilisateur. On fait confiance au lecteur en espérant que, c'est pour ça que ça s'appelle édition équitable, en espérant que le lecteur comprenne aussi la démarche et la valeur ajoutée du travail de l'éditeur. Que nous, on passe du temps sur les textes pour les assembler, pour les corriger, les traduire, les mettre en forme de manière correcte. Lisible. Et donc, dans une démarche un peu d'équité, le lecteur ou la lectrice peut comprendre qu'il y a une petite contribution à faire. Et voilà, et on a fait sauter les verrous de toute manière. Pour moi, c'est pas gênant du tout que quelqu'un achète un livre numérique et le prête à ses copains. Ça n'est pas gênant du tout. C'est ce qu'on fait avec les livres imprimés, donc il n'y a pas de raison. Par contre, s'il le met sur son site web en disant venez tous vous servir, là, on les quitter. Donc c'est tout. Voilà, c'est un peu ça le sens de notre licence. Très bien. Si des auditeurs veulent vous contacter ou vous voir, vous êtes bientôt dans des salons du livre. Salon du livre de Paris, mais je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a une querelle avec les éditeurs indépendants qui fait que le SNE s'est débrouillé pour que les éditeurs indépendants n'existent pas. Mais vous savez, c'est une vieille histoire, en fait, que ce soit au ministère de la Culture, au CNL, au SNE, l'idée qu'il y a des éditeurs indépendants qui ne fonctionnent pas sur le même régime que monsieur Bolloré, ça les dépasse. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent plus comprendre. D'ailleurs, on estime que si on n'a pas un diffuseur-distributeur au même titre que Editis ou Gallimard, alors on n'est pas des professionnels. Vous voyez où va se nicher cette espèce d'uniformisation du monde éditorial derrière la parole et la vision des grands éditeurs. Par exemple, on parlait du livre numérique. Les grands éditeurs ont décidé à sa création de tuer le livre numérique. Ils ont décidé de le tuer avec deux choses, donc les DRM dont on a parlé, et le fait que le prix du livre numérique devenait le même que le prix du livre imprimé, alors même qu'il n'y a pas ces coûts de logistique ou ces coûts d'impression. Donc, ce qui était une aberration. Et donc, nous, on s'est fixé l'idée qu'un livre numérique était entre 40 et 50% du prix, c'est-à-dire moins que la moitié du prix du livre imprimé, ce qui semble tout à fait cohérent. Voilà. Donc, les grands, ce qu'on appelle les grands éditeurs sont aussi des gens qui ont un certain projet hégémonique, et on le voit encore plus avec le débat à l'heure actuelle sur les fusions entre Hachette et Editis, mais globalement, il y a toujours ce projet hégémonique dont sont en souffrance derrière les libraires, qui doivent recevoir des cartons de livres en permanence, les installer, puis les remballer parce qu'ils ne se vendent pas et les retourner à leur distributeur. Enfin bon, on a là une espèce de cycle qui s'emballe, et nous voulons adhérer à l'association pour l'écologie du livre, c'est-à-dire qui consiste en fait à penser le cycle de vie d'un livre et non pas à profiter du fait qu'il y a des bas-coûts à l'imprimerie pour produire en masse, quitte à ce que ça fasse tourner des camions sur toute
tout le territoire pour ensuite, de toute façon, avoir des livres qui reviennent et qui sont pilonnés à la fin. Oui, avoir juste une économie qui fonctionne sur le flux d'argent entre ce qu'avance le libraire et En plus, il y a l'autre. ça, oui. Mais là, on était sur le côté écologique de l'affaire, qui est quand même quelque chose de non négligeable, hein. Il y a une association pour l'écologie du livre. On essaie de travailler avec des imprimeurs qui respectent le label Imprime Vert, c'est-à-dire qui ne rejettent pas dans l'environnement, qui ont des conditions de travail cohérentes, etc., etc. Donc, il y a disons, toute une chaîne de réflexion sur le type de travail qui mérite d'être mis en place. Mmh. Et qui permet de réfléchir au produit qu'est un livre. Quand je disais que les livres sont là pour faire la révolution, eh ben oui, donc ils doivent être là pour la faire depuis le début, depuis la logique de création, depuis le choix des relations avec l'auteur, jusqu'au choix des relations avec l'ensemble des partenaires, y compris le choix des relations avec le lecteur, en lui laissant, dans le monde numérique où il est tellement facile de mettre des traces ou de mettre des verrous, en lui laissant à lui le libre arbitre et le libre choix. C'est parfait. En tout cas, ça ouvre un espace de cohérence vraiment impressionnant. Des paris et des opportunités qui semblent sonner très très justes, hein. Donc pour prendre contact avec vous, il y a la newsletter. Et le site web, sur notre site web, nous envoyer, il y a un saisie de contact, voilà, On est sur les réseaux sociaux aussi, hein, sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Bon, voilà. Même si on n'y croit pas énormément. Bah, ouais, en même temps, c'est un point de contact. C'est-à-dire que Voilà. c'est vrai que depuis le début, on n'a pas forcément une mise en place gigantesque. Vous imaginez, comme quand on est comme ça indépendant et en librairie, on n'est pas présent si facilement que ça. Donc nous, on est en contact avec à peu près 1200 ou presque 1300 maintenant libraires en France, certains en Belgique et en Suisse aussi. Bon, ils peuvent voilà, on a rendu nos livres disponibles pour eux dans la mesure où certains les prennent, mais sinon les autres les commandent, hein. Donc on peut passer commande à son libraire. Nous, on avait fait en sorte que ça soit très rapide, très efficace. Et si vous commandez dans une librairie qui nous passe la commande le jour même, disons que nous, on expédie le bouquin le lendemain. Bon, c'est un peu Amazon chez nous. On a des petits colis en bas, des petits cartons, on envoie tout ça. Vous maltraitez vos salariés Oui. aussi? Et nous, oui, c'est ça. Et nous, on fait mais les conditions de travail sont plus agréables chez nous. Il paraît que là-bas, hein. Mais et sinon, on a utilisé depuis le début les les médias sociaux pour se créer aussi un moyen d'informer des nouveautés, de discuter, de relayer de dialoguer autour des bouquins et d'envoyer aux libraires des lecteurs, puisqu'en fait c'est ce qu'on fait. Mmh. Grosso modo, on essaye d'envoyer des lecteurs en librairie. Les lecteurs peuvent aussi commander chez nous, mais on n'a jamais tranché, hein. C'est comme pour les histoires de DRM, on n'a jamais mis de DRM. Donc vous pouvez vous procurer les livres où vous voulez. Donc si vous voulez aller en librairie, c'est possible. Le catalogue est disponible, et si c'est sur notre site web, c'est possible aussi. Donc les deux sont. Et c'est vrai que pour ça, les réseaux sociaux nous aident un petit peu à rester en contact, on va dire, avec une communauté de lecteurs et de curieux. Et puis on répond aux questions. Enfin voilà, c'est un moyen de dialogue quand même extraordinaire. Enfin moi je trouve que c'est super, c'est ouvert sur le monde. Et si c'était le téléphone qui sonnait tout le temps, ça serait. Enfin, vous savez bien que c'est pas tout à fait pareil. Voilà, sur Twitter, on peut vous interpeller sur un petit truc, nous on va répondre, ça peut engager une grande discussion, il y a des gens qui vont relayer, enfin c'est très amusant ces interactions. Tout n'a pas forcément besoin d'être synchrone et immédiat. Un petit peu de délai, c'est pas mal aussi. Ouais, voilà. Mais c'est presque immédiat, parce qu'en fait on est tous tellement branchés avec nos téléphones, nos ordi. On a une petite notification, si quelqu'un pose une question, grosso modo, on va répondre tout de suite. Bah, en tout cas, on restera en contact. Merci beaucoup, Nicolas Taffin et Hervé Le Crenier. Merci à vous. Merci à vous.
Ce 24e épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu et intéressé. Commentaires, critiques, propositions sont à envoyer soit par email à coucou@lacantine-brest.net, soit sur Twitter au handle handlevraz.